Pour asseoir son pouvoir, il a humilié l'agente d'entretien devant ses associés. Mais quand le fils de cette dernière, un petit garçon à la ressemblance foudroyante, a tendu un doigt accusateur et a murmuré « Papa », Antoine Dubois a su qu'il venait de commettre l'erreur de sa vie. Élodie Fournier était à genoux, frottant avec acharnement une tache imaginaire sur la plinthe en marbre de la salle de conseil, lorsqu'elle entendit le claquement sec de la chaussure italienne d'Antoine sur le sol pour capter son attention. Il était presque 17 heures un vendredi, et elle n'aspirait qu'à finir son travail pour rentrer chez elle avec son fils de 4 ans, Léo, qui jouait en silence dans un coin de la pièce avec une petite voiture en plastique bleu. Antoine était à son apogée. Assis au bout de l'immense table de verre, il gesticulait avec un stylo en or, son sourire de prédateur captivant les 2 investisseurs qui s'apprêtaient à signer le contrat qui le rendrait plus puissant encore. C'est à ce moment que le bruit feutré de la voiture de Léo, un vroom presque imperceptible, glissa sur le tapis pour s'arrêter à quelques centimètres du soulier de l'un des hommes. Antoine cessa de parler. Son sourire s'effaça. Ses yeux, froids comme l'acier, se fixèrent d'abord sur le jouet, puis sur le garçonnet, et enfin sur Élodie, qui se hâtait pour récupérer son fils. Pour réaffirmer son contrôle, il projeta sa voix, claire et tranchante. « Madame Fournier, mon temps, ainsi que celui de ces messieurs, est précieux. J'attendais un environnement professionnel. » L'humiliation fut une véritable gifle. Le visage d'Élodie s'empourpra, tandis qu'elle prenait Léo par la main, s'excusant dans un murmure. Les investisseurs détournèrent le regard, gênés. Mais Léo, lui, ne broncha pas. Il resta immobile, le regard fixé sur le visage dur d'Antoine. Il pencha la tête, ses yeux sombres et intenses, identiques à ceux de l'homme, le dévisageant. Puis, dans le silence pesant de la pièce, le garçon lâcha la main de sa mère, fit un pas en avant, pointa son index vers le millionnaire et dit, avec la clarté innocente d'un enfant, « Papa ». Le temps se figea. Le stylo en or d'Antoine resta suspendu au-dessus du contrat. Les investisseurs échangèrent un regard, leur visage un mélange de choc et de curiosité, leurs yeux allant du visage de leur patron à celui du garçon, confirmant ce que leur esprit refusait d'accepter. Ils étaient identiques. Le même menton, les mêmes cheveux sombres, les mêmes yeux. Antoine sentit le sang quitter son visage. Toute sa puissance, tout son contrôle, pulvérisé par un seul mot. Il regarda Élodie, et ce qu'il vit dans ses yeux n'était plus de la honte, mais une terreur absolue. Le plus grand contrat de sa vie était oublié. Un problème bien plus grave venait de lui exploser au visage. La porte de la salle de conseil se referma avec un clic feutré, qui résonna aux oreilles d'Antoine comme le bruit d'un verrou de cellule. Les investisseurs avaient été congédiés avec une excuse froide et efficace, un mensonge sur une crise familiale soudaine qu'ils devaient gérer. Désormais, le seul son dans cet espace de 70 mètres carrés était la respiration effrayée d'Élodie et les pleurs contenus de Léo, qui avait caché son visage dans le cou de sa mère. Antoine Dubois, l'homme qui dirigeait un empire de béton et d'acier, qui pliait les marchés et les politiciens d'un simple coup de fil, était piégé par une femme qui gagnait en 1 heure ce qu'il dépensait pour une gorgée de whisky. Il se retourna lentement. Le masque de civilité était tombé, révélant un visage tordu par une fureur glaciale. Il marcha vers elle, ses pas résonnant sur le marbre. « C'est quoi cette mascarade ?» siffla-t-il, la voix basse et dangereuse. « C'est un coup monté, c'est ça ?» Répondez. Élodie se recroquevilla, serrant son fils contre sa poitrine. Sa force venait de la chaleur du petit corps de Léo contre le sien. « Monsieur, je... » « Ne m'appelez pas monsieur », la coupa-t-il, sa main fendant l'air. « Combien voulez-vous pour prendre cet enfant et disparaître de ma vue pour toujours? Donnez-moi un chiffre. Je vous fais un chèque maintenant, et vous vous volatilisez de mon entreprise, de ma ville, de ma vie. » La menace flottait dans l'air, lourde et toxique. Pour Antoine, tout était une transaction. Sa vie était une forteresse construite avec de l'argent, des accords et du contrôle. Une forteresse stérile, avec des murs de verre donnant sur un horizon qu'il possédait mais ne ressentait pas. Ses relations étaient des contrats non signés, des alliances de convenance. Une fiancée qui aimait son statut,
des amis qui aimaient son pouvoir. Il avait méthodiquement éliminé toute variable, toute faiblesse. Un fils était la plus grande des faiblesses, une erreur de calcul qu'il ne se serait jamais permis. Il était un homme qui maîtrisait tous les aspects de sa vie. Et là, devant lui, se tenait le fil le plus lâche qu'il ait jamais vu. Il regarda le garçon qui l'épiait maintenant par-dessus l'épaule de sa mère. Ce visage, c'était comme se regarder dans un miroir brisé qui reflétait son propre passé. La colère en lui grandit, une colère née non pas de l'offense mais de la peur de perdre le contrôle. Pendant qu'il la fusillait du regard, l'esprit d'Élodie filait dans une autre direction. Elle ne pensait pas à l'argent, mais au réveil à 4h30 du matin, aux 2 bus qu'elle prenait pour arriver ici, au soulagement qu'elle avait ressenti il y a 1 an en décrochant ce poste. Une entreprise si gigantesque, un nom si puissant sur la façade de l'immeuble. Elle s'était sentie en sécurité dans son invisibilité. Il était le soleil, une étoile lointaine et brûlante. Elle était un grain de poussière dans son orbite, trop insignifiante pour être remarquée. C'était tout ce qu'elle voulait, survivre, élever son fils avec la dignité que l'argent n'achète pas, mais que son absence tente de voler chaque jour. Elle se souvint de son petit appartement, des rires de Léo résonnant contre les murs fins, de l'odeur du gâteau au yaourt les dimanches après-midi. Un monde minuscule, mais réel. Un monde que cet homme menaçait de piétiner, comme s'il n'était rien. Le souvenir de son propre univers, de son amour pour ce garçon, alluma une flamme en elle. Une flamme qui commença à consumer la peur. Une femme comme vous, cracha Antoine, le mépris évident, ferait n'importe quoi pour un raccourci. Pour de l'argent facile. Alors arrêtez de jouer la comédie et donnez-moi votre prix. Ce fut la goutte d'eau. L'humiliation finale. La peur d'Élodie se solidifia et devint une colonne d'acier dans son dos. Elle releva le menton. Ses yeux, auparavant effrayés, étaient maintenant fermes, croisant les siens sans vaciller. Léo sentit le changement dans le corps de sa mère et cessa de pleurer. « Ce n'était pas un coup monté, monsieur Dubois, » dit-elle, la voix étonnamment calme. Antoine laissa échapper un rire sec, sans humour. « Ah non, alors dites-moi, c'était quoi? Une intervention divine? Une coïncidence cosmique ?» Le silence qui suivit fut plus lourd que sa colère. Élodie prit une profonde inspiration. « C'était il y a 5 ans, commença-t-elle, et chaque mot était une pierre posée à sa place. À la fête de fin d'année de l'entreprise, au ciel de Paris. » Antoine se figea. « Vous buviez du whisky, seul, près de la fenêtre. Vous portiez une cravate en soie bleue qui, selon vos propres mots, ressemblait à une laisse de luxe que votre père vous forçait à porter. » Le détail précis, inutile, que personne ne pouvait connaître. Le souvenir frappa Antoine comme un coup de poing. Il se souvenait de la cravate, il se souvenait du whisky, il se souvenait de son propre mépris pour tout ce soir-là. Il ne se souvenait pas d'elle. Elle poursuivit, sa voix gagnant en force. « Je n'étais pas dans le nettoyage à l'époque. Je travaillais pour le service traiteur. Vous n'étiez pas bien. Vous avez commencé à vous sentir mal. J'ai compris que vous alliez vous évanouir et, pour vous éviter une scène, je vous ai guidé vers une petite salle de repos inoccupée. Je vous ai apporté de l'eau. Vous m'avez remercié et dit que vous aviez juste besoin d'1 minute. » Elle marqua une pause, laissant le sous-entendu de ses mots remplir chaque centimètre de cette salle luxueuse et vide. Il se trouve que ça a duré plus d'1 minute. Soudain, Élodie Fournier n'était plus l'agente d'entretien invisible. C'était une femme avec un passé qui, il le comprenait maintenant avec une terreur grandissante, était aussi le sien. L'écho des derniers mots d'Élodie, « ça a duré plus d'1 minute », ricocha contre les murs de verre de l'esprit d'Antoine. Le souvenir de cette nuit était un flou de whisky cher, de solitude et d'un mépris voilé pour sa propre existence. Il se rappelait la sensation d'étouffement, le poids du nom Dubois, mais il ne se souvenait pas d'elle, pas de son visage. Il fit un pas en arrière, un mouvement instinctif de recul, la première fois depuis des années que son corps manifestait une faiblesse avant que son esprit ne l'autorise. « C'est absurde », parvint-il à dire, mais la conviction dans sa voix était aussi fine que du papier. « Vous mentez pour me soutirer de l'argent. C'est une histoire pathétique et calculée. »
Il avait besoin de le croire. L'alternative était impensable. Où sont les preuves? Les mots ne prouvent rien. Vous n'avez absolument rien. Il la défia, espérant qu'elle reculerait, que la farce s'effondrerait sous le poids de l'exigence. Élodie ne recula pas. Elle regarda son visage blême, un visage qu'elle connaissait mieux qu'il ne l'imaginait, et vit non pas un titan des affaires, mais un homme terrifié. Avec un calme qui le désarma complètement, elle s'agenouilla devant Léo, qui l'observait avec de grands yeux confus. « Mon chéri, reste ici sage une minute, d'accord? Maman va bientôt te ramener à la maison. » Elle se releva ensuite et ouvrit son sac usé, la fermeture éclair faisant un bruit rauque dans le silence oppressant. Antoine observait, le cœur battant à tout rompre, s'attendant à un enregistreur, un document juridique, n'importe quelle arme d'un maître chanteur. Au lieu de cela, elle sortit un vieux portefeuille et, de l'intérieur, un petit morceau de papier photo, au bord écorné par le temps. Elle ne le lui tendit pas. Elle le tint simplement pour qu'il puisse le voir. C'était une photo d'événement, légèrement floue, prise par un photographe engagé. Dans le coin de l'image, loin de la foule souriante, il était là. Antoine, plus jeune, la cravate bleue desserrée, le visage marqué par une fatigue profonde et une vulnérabilité qu'il ne se permettrait jamais de laisser capturer aujourd'hui. À ses côtés, une version plus jeune d'Élodie, le visage tourné vers lui. L'expression non pas d'admiration, mais d'une préoccupation sincère et tranquille. Il déglutit. L'image était un fantôme, mais il se raccrocha au déni. Une photo ne signifie rien. Élodie baissa la photographie. « Je sais, dit-elle, sa voix douce, la photo n'est pas la preuve, c'est lui. » Elle se tourna vers Léo et, d'un geste délicat, écarta les cheveux de la tempe droite du garçon. « Cette nuit-là, vous m'avez parlé d'une marque de naissance que presque personne ne voyait, une petite cicatrice en forme de V, héritage de votre grand-père. Vous avez dit que vous la détestiez parce que votre père disait toujours que c'était la marque des Dubois. » Tout en parlant, elle montra à Antoine la même marque, identique et pâle, en forme de V sur la tempe de Léo. « Vous étiez ivre et triste. Les gens ivres et tristes racontent des secrets. » La pièce sembla tourner. Ce n'était pas une accusation, c'était un fait. Une information qu'il avait lui-même fournie dans un moment de faiblesse qu'il avait enterré sous 5 années de succès et d'arrogance. La génétique ne ment pas. Le déni vola en éclats comme du verre. La vérité, froide, dure et indéniable, le frappa. Ce garçon était son fils. Son esprit, entraîné à calculer les profits et les pertes, partit en vrille. Si c'était vrai, pourquoi? Pourquoi attendre 5 ans? L'attaque aurait dû survenir plus tôt, quand il était plus vulnérable. « Pourquoi ?» murmura-t-il, la voix rauque, presque méconnaissable. « Pourquoi seulement maintenant? Qu'est-ce que vous voulez ?» Il ne comprenait toujours pas, son esprit prisonnier de la logique de l'avidité. Élodie regarda enfin autour de la salle. La vue à plusieurs millions d'euros, la table de designer primé, l'art froid sur le mur. Ses yeux ne contenaient ni envie ni désir, ils contenaient de la pitié. Et cette pitié l'offensa plus que n'importe quel cri ou accusation. « Vouloir » répéta-t-elle le mot comme s'il était étranger. « Je ne veux rien de tout ça. » Elle fit un geste englobant la pièce, son empire. « J'ai vu qui vous étiez cette nuit-là, l'homme qui avait tout, mais qui n'avait rien. Et je vous ai observé de loin pendant 1 an à ce poste. J'ai vu comment l'argent vous a vidé, comment le pouvoir vous a rendu cruel. » Elle le regarda dans les yeux, et pour la première fois, il se sentit nu. « Je ne vous ai jamais cherché parce que je protégeais mon fils. De tout ça. Je ne voulais pas qu'il grandisse en pensant que les gens ont un prix. Je ne voulais pas que son père le traite de problème ou de coup monté. » Elle prit une profonde inspiration, la phrase finale la plus dévastatrice de toutes. « J'ai accepté ce travail parce que j'avais désespérément besoin d'argent. Et j'ai prié chaque jour pour que vous soyez suffisamment arrogant pour ne jamais regarder le visage de l'agente d'entretien. » Le silence qui s'installa fut sa défaite. Ce n'était pas une maître chanteuse, c'était une juge, et elle l'avait condamnée des années auparavant.
L'esprit d'Antoine Dubois était un moteur de haute performance qui, pour la première fois, avait dépassé son régime maximal. Les mots d'Élodie « J'ai prié pour que vous soyez suffisamment arrogant pour ne jamais regarder le visage de l'agent d'entretien » avaient coupé le système. Pendant une longue minute, il resta immobile, le silence de la pièce seulement rempli par le bourdonnement de la climatisation et le bruit lointain de la ville qu'il gouvernait en bas. Il regarda son visage, serein et épuisé, et le garçon, son fils, qui le fixait maintenant avec une curiosité intrépide. La réalité était un nœud serré dans sa poitrine. Les émotions étaient des variables sales, des données corrompues qui entravaient le traitement. Il ne savait pas comment les gérer. Alors, son cerveau fit ce qu'il faisait toujours en cas de crise. Il redémarra et retourna au paramètre d'usine. Et le paramètre d'usine d'Antoine Dubois était que chaque problème, sans exception, était une question de prix. L'émotion, le choc, la honte. Il les emballa et les archiva dans un coin sombre de son esprit. Ce qui restait était une équation. Problème, une ancienne amante et un fils secret. Risque, destruction totale de son univers soigneusement construit. Solution, liquidation du problème. Il lui tourna le dos, une tactique de pouvoir qui était maintenant une nécessité pour cacher la confusion sur son visage. Il marcha jusqu'à l'immense baie vitrée, mettant les mains dans ses poches. En bas, les voitures étaient comme des cellules sanguines courant dans les artères de la ville. Sa ville. Il la voyait non pas comme un foyer, mais comme un plateau de jeu. Chaque immeuble, une acquisition. Chaque lumière, un actif. Et combien coûtait le retrait d'une pièce indésirable de ce plateau? Il commença à calculer. L'humiliation d'un scandale, la chute des actions du groupe Dubois, la fureur de son père, le patriarche qui chérissait l'image avant tout. La fin de ses fiançailles avec Isabelle, une union qui relevait moins de l'amour que de la fusion de deux dynasties. Le coût était astronomique. Par conséquent, la solution devait l'être aussi. Il choisit un chiffre absurde, offensant dans sa magnitude. Un chiffre qui n'était pas une invitation à négocier, mais un ordre de reddition. Il se retourna. Son visage était un masque de neutralité froide. Il ne la regarda pas en marchant vers son bureau. La surface en acajou, aussi sombre et polie qu'un lac gelé. Il ouvrit le tiroir central et en sortit un chéquier personnel, relié en cuir avec ses initiales gravées en or. Le son du cuir s'ouvrant était profane dans le silence de la pièce. « Je vais régler votre vie », dit-il, la voix monotone, comme s'il dictait les termes d'une OPA hostile. « Vous n'aurez plus à vous soucier de rien, jamais. Ni vous, ni le garçon. » Il prit son stylo, le même avec lequel il aurait signé le contrat de milliards, et le débouchonna. Une maison dans le quartier de votre choix. La meilleure école que l'argent puisse payer, ici ou à l'étranger. Sécurité, chauffeur, tout. Votre famille sera à l'abri pour toujours. Il commença à écrire sur le chèque, la pointe du stylo grattant le papier. Il ne faisait pas que remplir un montant. Il essayait de réécrire le passé, d'effacer une tache de sa biographie. Il écrivit le nombre en toutes lettres, savourant le pouvoir contenu dans ces mots. Quand il eut fini, il poussa lentement le chèque sur le dessus de la table. La petite feuille de papier glissa sur le bois poli et s'arrêta à 1 mètre de sa main. C'était une île d'opportunités dans une mer d'acajou. 2 millions d'euros, annonça-t-il, le montant flottant dans l'air comme de la fumée. Voilà ce qu'il y a dessus. C'est à vous. Maintenant. La seule condition est que vous disparaissiez. Allez dans le sud de la France, en Europe, où vous voulez. Mon avocat rédigera un accord de confidentialité. Vous changez de nom, vous coupez tous les liens. Et je ne vous revois ni n'entends plus jamais parler de vous. C'est un échange équitable, votre vie de difficulté contre ma paix. Il se renversa dans son fauteuil, croisant les bras. Échec et mat, c'est ainsi qu'on gagnait. Pas avec des cris, mais avec le poids écrasant de l'argent. Élodie regarda le chèque. Elle vit le euro, suivi d'un nombre que son esprit mit du temps à traiter. 2 millions. La somme était si vaste qu'elle semblait relever de la fiction. Pendant un instant, une image fulgura dans son esprit. Le loyer payé pour des années,
l'opération dont sa mère avait besoin, Léo, dans une école où il ne serait pas jugé pour ses vêtements simples. La fin de toutes les luttes. La tentation était une chose physique, un vertige qui la fit vaciller. Le monde d'Antoine, pour une seconde, parut séduisant. Puis elle regarda son fils. Léo avait attrapé sa petite voiture bleue et la faisait grimper sur le bras du canapé, murmurant des bruits de moteur, complètement inconscient de la fortune qui gisait sur la table, de la vente de sa propre existence. À cet instant, le vertige passa. La clarté revint, tranchante comme une lame. Elle leva les yeux du chèque et fixa Antoine. Son visage ne contenait ni colère, ni mépris, juste une tristesse profonde et calme. Elle secoua doucement la tête. Non. Le mot dit sans force frappa Antoine comme un coup de tonnerre. Il se pencha en avant, incrédule. Quoi? Vous négociez? C'est ça? Vous en voulez 4? 5? Donnez un chiffre, bonne femme. Pour l'amour de Dieu, tout le monde a un prix. Sa voix monta, le calme s'évaporant, révélant la panique en dessous. Son arme la plus puissante, sa seule arme, avait échoué. Vous continuez de ne pas comprendre, dit Élodie, et maintenant il y avait de la force dans sa voix. Elle s'approcha de la table, mais ne toucha pas le chèque. Vous avez passé votre vie à acheter le monde, mais mon monde n'est pas à vendre. Elle prit la petite main chaude de Léo, qui la regarda et sourit. L'innocence de mon fils n'a pas de prix. Son droit d'avoir une vie sans mensonge ne se trouve pas dans votre chéquier. Ma dignité, le peu qu'il m'en reste, ne peut être acheté. Elle se tourna et, tenant fermement la main de son fils, se dirigea vers la porte. Chaque pas était ferme, résolu. Elle ouvrit la porte sans se retourner et sortit, la refermant doucement derrière elle. Antoine resta seul, le silence de la pièce maintenant un cri dans ses oreilles. Il regarda le chèque de 2 millions d'euros, un monument à sa propre stupidité. Son pouvoir, son argent, sa vision du monde, tout avait été rejeté. Il serra le poing et le frappa sur la table avec une force qui fit voler le chèque, qui atterrit sur le sol comme une feuille morte. Ce n'était pas une affaire. C'était une guerre. Et il venait de découvrir que son arsenal était inutile. La porte s'était refermée, laissant Antoine Dubois dans un silence plus assourdissant que n'importe quelle alarme incendie. Les morceaux du chèque de 2 millions qu'il avait déchiré dans un accès de rage témoignaient de sa défaite. L'argent, le dieu auquel il avait voué sa vie, était impuissant. La fureur qu'il avait ressentie auparavant laissa place à quelque chose de plus froid et de plus acéré. Le besoin d'anéantir. S'il ne pouvait acheter son silence, il détruirait sa crédibilité. Il ferait d'elle une paria, une menteuse si toxique que personne de sensé ne croirait son histoire, même si la preuve était sous leurs yeux. Il prit son téléphone. Il n'appela pas le service juridique. Il appela Moreau, le chef de sa sécurité d'entreprise, un ancien colonel des services de renseignement dont le talent pour dénicher les secrets les plus sombres des gens était légendaire dans le monde des affaires. La voix d'Antoine était dénuée de toute émotion. « Moreau, j'ai un travail pour vous, personnel. » Il donna le nom, Élodie Fournier. Et l'ordre, je veux tout, chaque facture impayée, chaque querelle de voisinage, chaque petit ami abandonné, chaque mot de colère prononcé ces 10 dernières années. Je veux la saleté, Moreau. Trouvez une erreur. Trouvez une tâche. Trouvez une arme que je puisse utiliser pour l'enterrer. La machine d'Antoine Dubois fut mise en marche. Dans les jours qui suivirent, une équipe d'hommes invisibles, à bord de voitures banalisées et au regard vide, s'abattit sur le petit univers d'Élodie Fournier. Ils étaient des fantômes efficaces, extrayant des informations avec la précision de chirurgiens. Ils parlèrent au propriétaire de la boulangerie où elle achetait son pain, à la voisine âgée qui se plaignait parfois du bruit de Léo jouant dans le couloir, à un ancien patron d'un magasin où elle avait travaillé adolescente. Ils épluchèrent ses relevés financiers, espérant trouver un prêt suspect, une dette de carte de crédit, tout signe de désespoir financier qui pourrait être utilisé comme mobile pour un coup monté. Ils fouillèrent Internet à la recherche d'un profil oublié, d'une photo compromettante, d'un vieux coup de gueule qui pourrait être déformé et utilisé contre elle. Ils plongèrent profondément dans la vie d'Élodie, cherchant une seule fissure dans son armure de normalité.
Une semaine plus tard, Moreau se tenait debout, en silence, devant le bureau d'Antoine. L'ancien colonel, un homme qui avait déjà démantelé des réseaux d'espionnage industriel et trouvé les squelettes dans les placards des hommes les plus puissants du pays, semblait mal à l'aise. Il posa un mince dossier sur le bureau en acajou. « Monsieur, commença-t-il la voix grave, sa vie est propre. » Antoine leva les yeux de son écran, incrédule. « Propre comment ?» gronda-t-il. « Les personnes n'est propre, Moreau. C'est bien le problème, monsieur. Elle l'est. Les factures sont payées à temps, religieusement, pas de carte de crédit, pas de dette. Les ex-petits amis, les deux que nous avons trouvés, la décrivent comme calme, réservée. L'un d'eux a même dit qu'il avait rompu parce qu'il la trouvait sans ambition. La famille en province ? De simples agriculteurs, casier vierge depuis 3 générations. Elle ne boit pas, ne fume pas, ne va pas en soirée. Sa routine, c'est maison, crèche, travail, église. Il n'y a rien, aucun faux pas, aucune tâche. C'est la vie la plus exaspérément ordinaire sur laquelle j'ai jamais enquêté. Moreau marqua une pause, comme s'il hésitait à continuer. C'est comme si elle avait su, toute sa vie, qu'un jour quelqu'un chercherait. La frustration d'Antoine se transforma en une paranoïa glaciale. Comment quelqu'un pouvait-il être si inexistant, si blindé dans sa propre simplicité? Son intégrité n'était pas une vertu, c'était une stratégie. Et elle fonctionnait. Pire encore, son offensive s'était transformée en contre-attaque. Le manège des hommes de Moreau, aussi discret soit-il, n'était pas passé inaperçu. Les questions sur l'agente d'entretien de chez Dubois avaient engendré des murmures. Un journaliste local, qui vendait des informations aux chroniques mondaines, entendit l'histoire par un cousin qui vivait dans l'immeuble d'Élodie. La graine de la rumeur fut plantée. En quelques jours, elle germa. D'abord une brève anonyme sur un blog People, quel milliardaire du quartier de la Défense, célèbre pour sa poigne de fer, a développé une curiosité soudaine et intense pour la vie de l'une de ses plus humbles employées. Des sources affirment que l'histoire implique un enfant et une ressemblance qui ferait passer un test ADN pour une simple formalité. La fissure était apparue dans la forteresse d'Antoine. Le téléphone de sa fiancée, Isabelle, se mit à sonner. « Antoine, que se passe-t-il » le confronta-t-elle ce soir-là, le portable à la main comme une arme. « Bérénice m'a appelé, Tiphaine m'a envoyé un message. Ça parle de toi et d'un enfant. C'est désastreux pour notre image. Sa préoccupation n'était pas pour lui, mais pour la marque Antoine et Isabelle, le couple puissant qui faisait la couverture des magazines. Ensuite vint l'appel qu'il redoutait le plus. Son père. La voix du vieux Dubois était comme le bruit de la glace qui se brise. « Antoine, le nom de notre famille est traîné dans la boue numérique à cause d'une femme de ménage. Je ne veux pas connaître les détails. Je veux que tu règles ça. En silence. Et immédiatement. » L'ordre était clair. La menace implicite. Antoine raccrocha et sentit un frisson. Il avait essayé de creuser un trou pour Élodie, mais le sol s'effondrait sous ses propres pieds. Sa tentative d'exposer une faiblesse chez elle n'avait servi qu'à mettre en lumière les siennes. Il était au centre d'une scène, sous un projecteur qu'il avait lui-même allumé, et le public adorait le spectacle. Le problème n'était plus Élodie. Le problème, c'était lui. La paranoïa était une fièvre qui brûlait, basse et constante, chez Antoine Dubois. Il passait ses nuits dans son bureau, non pas à travailler, mais à lire et relire les brèves venimeuses des blogs, voyant son nom traîner dans les murmures de la boue numérique qu'il méprisait tant. Chaque geste qu'il faisait pour contenir les dégâts ne semblait qu'attiser l'incendie. Il était devenu prisonnier de sa propre forteresse de verre, et le monde extérieur s'était transformé en un public affamé, attendant le prochain acte de sa chute. Il était si concentré sur sa propre image, en train de voler en éclats, qu'il pensait à peine à Élodie. Pour lui, elle était la cause du problème, un déclencheur statique. Il n'imaginait pas qu'elle aussi subissait la pression à sa manière. Pour Élodie, le monde avait rétréci et était devenu un lieu de regard. Les voisins qui la saluaient auparavant d'un « bonjour » distrait, la dévisageaient maintenant avec une curiosité morbide. La boulangère lui rendait la monnaie en silence, les yeux pleins de questions qu'elle n'osait pas poser.
Elle vit la même berline sombre garée de l'autre côté de la rue 2 jours de suite et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Était-ce son équipe? Ou les vautours de la presse qui avaient flairé la charogne? Elle avait refusé l'argent, mais à quel prix? Elle était sans emploi, ses économies diminuant de jour en jour. La force qu'elle avait ressentie en l'affrontant dans son bureau se dissipait maintenant en de longues nuits d'insomnie, la peur rongeant son courage. Elle avait affronté le géant, mais elle était maintenant seule sur un champ de bataille ouvert. Et le géant était toujours debout, furieux et doté de ressources infinies. Elle se sentait terriblement, dangereusement seule. Ce mardi soir-là, alors qu'elle rentrait du petit supermarché du quartier, avec un sac de courses qui semblait peser 1 tonne, sa solitude fut interrompue. Une voiture élégante, d'un gris discret, s'arrêta doucement à sa hauteur. Le cœur d'Élodie se glaça. C'était lui. Il l'avait trouvé. Elle serra la hanche du sac prête à courir. Mais la personne qui baissa la vitre n'était pas Antoine. C'était une femme plus âgée, aux cheveux grisonnants noués en un chignon impeccable et au regard serein qui ne cadrait pas avec la situation. Élodie la reconnut instantanément. C'était l'assistante de direction d'Antoine, la femme silencieuse et efficace qui semblait faire partie du mobilier de l'étage de la présidence. « Madame Fournier ?» dit la femme, la voix calme et basse. « S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je m'appelle Alice. Je suis l'assistante de Monsieur Dubois. » Élodie resta paralysée, la peur luttant contre la confusion. « Je ne suis pas ici sur ses ordres. Au contraire, pourrions-nous parler un instant ? Dans un endroit plus discret. » La méfiance d'Élodie était une muraille. « Parler de quoi ? Je n'ai rien à dire. » Alice eut un petit sourire triste. « Je m'en doute. Mais moi, si, s'il vous plaît. C'est important pour votre sécurité et pour celle de Léo. » La mention du nom de son fils fut ce qui brisa la résistance d'Élodie. Elle regarda de part et d'autre, vers les fenêtres curieuses de son immeuble, et hocha la tête. Elle monta dans la voiture, qui sentait le cuir et un parfum doux et ancien. Alice conduisit sur 2 pâtés de maison et se gara dans une rue tranquille et arborée, à l'ombre d'un platane. Pendant un instant, les 2 femmes restèrent en silence. « Je travaille pour la famille Dubois depuis 32 ans, commença Alice, regardant droit devant elle, vers les feuilles mortes sur le trottoir. J'ai vu Antoine naître. Je l'ai vu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Son père était pareil, peut-être pire, des hommes qui croient que le pouvoir leur donne le droit de balayer les gens sous le tapis. » Elle se tourna vers Élodie, ses yeux étonnamment doux. « Ce qu'il vous fait est mal, c'est cruel et c'est stupide. » Élodie ne savait que dire. Cette femme était la personne la plus proche de son ennemi, sa confidente professionnelle. « Pourquoi me dites-vous ça ? » « Parce que j'ai connu sa mère, » dit Alice, et une ombre de douleur passa sur son visage. « Et je vois l'histoire se répéter, le pouvoir des Dubois écrasant tout ce qui est bon. Mais cette fois, peut-être que ça peut être différent. » Alice se pencha légèrement. « Écoutez attentivement, Élodie. Vous devez comprendre à qui vous avez affaire. Antoine est en panique. Il a joué sa meilleure carte, l'argent, et vous l'avez refusé. Il a joué la seconde, l'intimidation, et elle lui a explosé au visage. Maintenant, il est sans stratégie, réagissant comme un animal acculé, et cela le rend dangereux. » Elle fit une pause, laissant les mots s'installer. « Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de ne pas avoir peur, ou plutôt de ne pas agir par peur. Il veut que vous vous cachiez, que vous disparaissiez. Ne lui faites pas ce plaisir. Demain, levez-vous, emmenez Léo au square, allez au marché dimanche. Vivez votre vie la tête haute. Votre dignité le rend fou, parce qu'il ne peut ni l'acheter ni la détruire. » Le conseil était si simple, et pourtant si puissant. Élodie sentit une petite flamme de son courage se ranimer. « Mais, et le travail? Les factures? Cela nous amène à la 2e partie, » dit Alice en ouvrant son élégant sac à main. Elle en sortit une petite carte de visite et la tendit à Élodie. « C'est le nom d'une avocate, Jeanne Martin. Elle ne fait pas partie des fauves du droit des affaires avec qui Antoine a l'habitude de traiter. Sa spécialité, c'est le droit de la famille. Et elle a la réputation d'être une défenseuse acharnée des mères et des enfants. Elle n'est pas impressionnée par les noms de famille. » Élodie prit la carte. Le papier était épais, le nom gravé en relief.
Elle ressemblait à une arme. « Je n'ai pas les moyens de payer une avocate comme ça, » murmura Élodie. « Appelez-la, » insista Alice. « Dites que je vous envoie. Demandez juste une consultation. Allez-y pour savoir quels sont vos droits, et ceux de Léo. La connaissance est la seule forme de pouvoir qu'ils ne peuvent pas vous enlever. Vous ne réagissez plus, Élodie. À partir de maintenant, vous devez commencer à agir. » Alice mit le contact. La conversation était terminée. Elle déposa Élodie au coin de sa rue, comme promis. Élodie sortit de la voiture, tenant le sac de course d'une main et la petite carte de l'autre. Le vent du soir agita ses cheveux. Elle regarda le nom sur la carte. Jeanne Martin, avocate. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas l'impression d'être une feuille au vent, ballottée par la tempête qu'était Antoine Dubois. Elle sentait qu'elle avait une carte et une boussole. La guerre n'était pas encore terminée, mais l'armée d'une seule femme venait de gagner son premier et plus inattendu général. La petite carte de visite semblait brûler dans la main d'Élodie. C'était un objet d'un monde qui n'était pas le sien, un monde de consultation, d'honoraires et de litiges. Toute la matinée suivante, elle la fixa sur la table de la cuisine, à côté d'une tasse de café qui refroidissait. La peur était une présence physique, un nœud dans sa gorge qui l'empêchait de respirer. Appeler cette avocate, c'était franchir une ligne, c'était déclarer formellement une guerre qu'elle menait jusqu'alors à l'instinct et à l'entêtement. Mais les paroles d'Alice, l'assistante aux cheveux gris, résonnaient dans son esprit. À partir de maintenant, vous devez commencer à agir. Agir, ne plus réagir. Avec un tremblement qu'elle ne put contrôler, elle prit son téléphone et composa le numéro, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. Le cabinet de Jeanne Martin ne se trouvait pas dans un gratte-ciel de verre et d'acier, mais dans un immeuble de bureaux ancien et respectable du centre-ville. La salle d'attente était petite, silencieuse et peinte dans des tons crème, avec une unique orchidée sur la table basse. Il s'en dégageait une atmosphère de calme et de compétence, non de pouvoir et d'intimidation. Jeanne Martin était exactement pareille. Une femme d'une trentaine d'années, au regard vif et direct, qui l'accueillit d'une poignée de main ferme. Elle n'était ni expansive, ni faussement sentimentale. Elle écouta. Pendant près d'une heure, Élodie raconta tout, de la soirée au ciel de Paris, jusqu'au chèque de 2 millions et à la visite inattendue d'Alice. Jeanne écouta en silence, le seul mouvement étant son stylo glissant sur un bloc-notes, notant des noms, des dates, des détails. Quand Élodie eut terminé, l'avocate se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés sur la table. « Élodie, » commença-t-elle, la voix calme mais chargée de sérieux. « D'un point de vue juridique, votre dossier pour la reconnaissance de paternité est solide comme un roc. Mais je veux que vous compreniez une chose. Les Dubois ne livrent pas de bataille. Ils mènent des guerres totales. Leur arène n'est pas le tribunal. C'est l'opinion publique. Ils n'utiliseront pas d'arguments juridiques contre vous. Ils utiliseront votre vie. Ils vous dépeindront comme une profiteuse, une opportuniste, une femme immorale. Leur guerre vise à détruire votre réputation de manière si complète qu'aucun juge ne se sentira à l'aise de décider en votre faveur. » Jeanne se pencha en avant. Ils ont déjà commencé. Les brèves dans les blogs, les murmures. C'est leur artillerie. Ils préparent le terrain. En ce moment, ils ont une armée de conseillers en communication et d'avocats. Nous, fit-elle un geste englobant les deux femmes dans la pièce. Nous avons la vérité. Et ça, malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. L'estomac d'Élodie se noua. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda-t-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. Nous avons 2 chemins, dit Jeanne, son ton devenant encore plus sérieux. Le chemin sûr, c'est d'engager une procédure en justice pour demander un test ADN à huis clos. C'est lent, c'est discret. Ils utiliseront toutes leurs ressources pour retarder, faire appel, vous traîner devant les tribunaux pendant des années, espérant vous avoir à l'usure jusqu'à ce que vous acceptiez un accord insignifiant. Vous vivrez dans les limbes, votre vie en pause, pendant qu'ils contrôleront le temps. Élodie sentit un frisson. Vivre dans les limbes, c'était exactement ce qu'elle faisait. « Et quel est l'autre chemin ?» demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle craignît la réponse.
L'autre chemin, dit Jeanne, c'est le sacrifice. C'est la seule façon de prendre le contrôle. Ils vous attaquent dans l'ombre. Nous amenons le combat à la lumière. Élodie ne comprit pas. Comment? Nous utilisons leurs armes contre eux, les médias. Mais cela exige un coup que je veux que vous compreniez parfaitement. Les yeux de Jeanne étaient perçants. Cela signifie que vous allez renoncer à la chose la plus précieuse que vous ayez, la seule chose que vous avez tenté de protéger, votre vie privée, votre histoire, votre visage, le visage de Léo. Tout deviendra public. Vous ne serez plus Élodie, mais la mère du fils de Dubois. Vous serez jugé dans chaque journal, chaque émission de télé, chaque commentaire sur Internet. Ce sera un enfer. C'est le plus grand sacrifice que l'on puisse faire. Mais, marqua-t-elle une pause dramatique, c'est votre seule chance de raconter votre version de l'histoire avant qu'il ne l'enterre sous une montagne de mensonges. Le choix était brutal. Vivre des années dans l'ombre de la peur ou se jeter dans le feu de l'exposition publique. Élodie ferma les yeux. Elle pensa à Léo. Elle pensa à l'avenir. Quel genre d'homme deviendrait-il en grandissant avec la tâche d'être le fils de la profiteuse, le récit qu'Antoine était en train de tisser? Ou pourrait-il grandir en sachant que sa mère, malgré la peur, s'était battue pour sa vérité? Elle se souvint de l'humiliation dans le bureau d'Antoine, du mépris dans sa voix. Elle se souvint de la dignité d'Alice et de la force qu'elle avait ressentie en recevant la carte. Elle avait perdu son travail, sa paix, sa tranquillité. Il ne lui restait que sa voix. Elle ouvrit les yeux et la peur qu'il contenait avait été remplacée par une résolution d'acier. « J'ai déjà perdu tout ce qu'il pouvait me prendre en silence. Battons-nous à la lumière. » Une rare lueur d'admiration passa dans les yeux de Jeanne. « D'accord, mais sur notre territoire, avec nos règles. » Elle prit son téléphone. « Pas question d'aller voir les vautours du sensationnalisme. Nous allons voir la meilleure, la plus respectée. » Jeanne composa un numéro. « Marianne ? C'est Jeanne Martin. Écoute, je sais que c'est inattendu, mais je suis avec une cliente. Son nom est Élodie Fournier. » Oui, c'est Élodie Fournier. Elle veut raconter son histoire, l'histoire complète, une seule fois, et elle veut te la raconter à toi. L'engrenage avait tourné, la décision était prise. Le soir même, Antoine Dubois était dans sa Maybach blindée, rentrant chez lui, écoutant distraitement les nouvelles des marchés financiers à la radio. Soudain, la programmation fut interrompue par une édition spéciale. Nous interrompons nos programmes pour une information de dernière minute. La journaliste primée Marianne Duval vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux qu'elle diffusera demain, en prime time, une interview exclusive et explosive. L'interviewée est Élodie Fournier, la femme au centre de la polémique impliquant le milliardaire Antoine Dubois. Le titre de l'accroche de l'interview, qui est déjà en train de devenir viral, est « Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de mon fils ». Le chauffeur entendit Antoine s'étouffer. Le sang du milliardaire se glaça dans ses veines. Il avait essayé de gagner avec l'argent. Échec. Il avait essayé de gagner avec l'intimidation. Échec. Il avait essayé de gagner avec la guerre des murmures. Et elle venait de répondre non pas avec un murmure, mais avec un cri de guerre que le pays entier s'apprêtait à entendre. Le son de l'édition spéciale à la radio fut comme l'amorce d'une bombe explosant à l'intérieur de la Maybach. Pendant une seconde, Antoine manqua d'air, le monde extérieur se transformant en un flou de lumières et de sons. Puis, la paralysie laissa place à une fureur volcanique. Il saisit son téléphone, la voix à un grognement bas et maîtrisé, tandis qu'il aboyait des ordres à son chauffeur. « Au bureau, maintenant !» Il lança une série d'appels, son équipe de gestion de crise étant arrachée à ses dîners et à ses vies personnelles. « Je veux le directeur de la chaîne sur ma ligne dans 5 minutes !» hurla-t-il à son chef des relations publiques. « Offrez-leur le double de ce qu'ils facturent en publicité par mois. Offrez le triple. Annulez cette interview. » Mais à chaque appel, la même réponse revenait, polie et inflexible. « Monsieur Dubois, le sujet est celui de la journaliste Marianne Duval. La chaîne n'a aucun contrôle éditorial sur son matériel. Tenter d'interférer serait un désastre. » La vérité le frappa comme un mur de béton. Lui, l'homme qui pouvait déplacer des montagnes d'un coup de fil, était impuissant. Le récit lui avait échappé. La salle de conseil du groupe Dubois, habituellement un lieu de pouvoir et de décision froide,
s'était transformé en bunker de guerre. Antoine, pâle et tendu, faisait les 100 pas. Ses avocats, au visage sombre, et son équipe de com, frénétique, échangèrent des informations à voix basse. La porte s'ouvrit et Gérard Dubois, le patriarche de la famille, entra. Un homme plus âgé, avec le même regard d'acier que son fils, mais avec une cruauté vieillie par le temps, comme un bon vin. Il n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. « Je t'ai donné un ordre simple, Antoine, » dit Gérard, le silence dans la pièce devenant pesant. « Règle ça, en silence. Et tu as permis à une femme de ménage de transformer le nom de notre famille en un spectacle pour les charognards. Tu l'as sous-estimé, une erreur que je n'ai jamais commise. » La réprimande publique devant ses subordonnés fut l'humiliation finale. « Nous ne pouvons plus attaquer, » dit le chef de l'équipe de com, un homme nommé Bastien. Son image, à l'heure actuelle, est celle d'une mère célibataire courageuse affrontant le système. Toute attaque de notre part, aussi subtile soit-elle, ne fera que confirmer ce récit. Nous sommes acculés. C'est Bastien qui suggéra la seule issue, une retraite stratégique pour tenter de reprendre le contrôle du champ de bataille. Nous devons l'anticiper, publier un communiqué, maintenant, avant la diffusion de l'interview. Ils rédigèrent le texte avec le soin de celui qui désamorce une bombe. Chaque mot fut pesé, débattu. Antoine dut ravaler sa fierté et approuver chaque phrase conciliante. Quelques minutes plus tard, la déclaration officielle d'Antoine Dubois inonda les réseaux sociaux et les portails d'information. J'ai été surpris et profondément attristé par les nouvelles qui circulent. Les allégations suggérées sont d'une extrême gravité. Bien que je n'ai eu aucune connaissance préalable de cette situation, je prends tout sujet impliquant le bien-être d'un enfant avec le plus grand sérieux. Pour que la vérité prévale de manière rapide, juste et surtout privée, loin du cirque médiatique regrettable qui se forme, je propose publiquement à Madame Élodie Fournier la réalisation immédiate d'un test ADN dans un laboratoire de confiance mutuelle. La vérité est et sera toujours mon seul intérêt. C'était un coup de maître. Il se dépeignait comme l'adulte raisonnable, cherchant la vérité en privé, tout en l'accusant implicitement de préférer le cirque médiatique. Dans le modeste cabinet de Jeanne Martin, elle et Élodie regardèrent la déclaration d'Antoine sur un écran d'ordinateur. Élodie sentit son estomac se glacer. « Il a l'air si raisonnable, » murmura-t-elle. « C'est un piège, » répondit Jeanne, les yeux fixés sur l'écran. « Il est brillant, je dois l'admettre. Il essaie de nous sortir de la lumière du jour pour nous ramener dans sa cave sombre, où il contrôle tout. Laboratoire de confiance mutuelle est le code pour le laboratoire dans sa poche. Si nous acceptons, l'interview de demain perd sa force. Il nous neutralise. » Jeanne prit le téléphone. « Mais nous n'allons pas tomber dans le piège. Nous allons l'utiliser contre lui. » Elle appela directement le chef du service juridique des Dubois. La conversation fut courte et d'une efficacité brutale. « Maître Morin, ma cliente accepte la proposition de votre client pour le test ADN. » commença-t-elle. Et de l'autre côté de la ligne, elle put presque entendre le soupir de soulagement. « Mais pas à vos conditions. » Le soulagement se mua en silence. « Les conditions sont les suivantes, » poursuivit Jeanne, sa voix tranchante. « Le laboratoire sera l'Institut de génétique de l'Université de Paris, choisi par nos soins. Le prélèvement sera supervisé par un huissier de justice pour garantir l'intégrité de la chaîne de possession. Les résultats seront émis en 3 exemplaires scellés, remis simultanément à moi-même, à vous et directement au cabinet du juge aux affaires familiales. Et pour que ce soit clair, l'interview avec Marianne Duval sera diffusée comme prévu. La proposition de votre client était publique. Notre acceptation, avec ses conditions non négociables, le sera également. » Il y eut une longue pause. Jeanne savait qu'ils étaient piégés. Refuser des conditions si transparentes et justes serait un suicide médiatique. Ce serait un aveu de culpabilité. « Accepté », dit l'avocat, la voix tendue par la défaite. Le lendemain, le prélèvement eut lieu dans une salle aseptisée d'une clinique neutre. L'air était lourd, chargé d'une tension presque palpable. D'un côté de la salle, Élodie,
tenant la main de Léo, avec Jeanne à ses côtés, une présence calme et solide. De l'autre, Antoine, flanqué de son avocat, le visage un masque d'indifférence qui ne parvenait pas à cacher la fureur dans ses yeux. Entre eux, un huissier de justice aux épaules larges et à l'expression blasée. Élodie et Antoine n'échangèrent pas un regard. La procédure fut rapide, clinique. D'abord Élodie, puis un Léo effrayé qui gémit lorsque le coton-tige toucha l'intérieur de sa joue. Enfin, Antoine. Tandis que l'infirmière passait le coton-tige dans sa bouche, ses yeux, contre sa volonté, se fixèrent sur le garçon. Léo, la procédure déjà terminée, regardait une affiche d'un squelette souriant sur le mur. À cet instant, le bruit du monde, les avocats, les médias, le scandale, l'argent, disparut. Il n'y avait que lui et ce garçon qui avait ses yeux, ses cheveux, son sang. La réalité de la paternité, non comme un problème juridique, mais comme un fait biologique et inéluctable, le frappa avec la force d'un coup de poing. Les cotons-tiges furent scellés dans des enveloppes, signés et remis à l'huissier. C'était fait. En sortant de la clinique, la lumière du soleil parut agressive. Élodie se sentait épuisée, mais victorieuse. « On a réussi, Élodie », dit Jeanne en posant une main sur son épaule. La vérité scientifique est en route et elle est protégée. Ils ne peuvent pas la manipuler. Elle désigna alors un kiosque à journaux de l'autre côté de la rue. La manchette d'un journal populaire criait « La femme de ménage contre le milliardaire, l'interview qui va paralyser la France. » Maintenant, dit Jeanne, la voix sérieuse, vient la partie la plus difficile. Rentrons à la maison pour nous assurer que votre voix, votre vérité, soit la seule chose que le pays entier entende ce soir. L'interview fut un massacre silencieux. Élodie, assise dans un fauteuil simple face à la journaliste la plus respectée du pays, n'éleva pas la voix. Elle ne pleura pas. Elle ne porta pas d'accusation directe. Guidée par Jeanne Martin, elle déroula simplement sa vie avec une dignité plus puissante que n'importe quelle fureur. Elle raconta sa lutte de mère célibataire, l'amour inconditionnel pour son fils, l'espoir de lui offrir une vie simple et honnête. Interrogée sur Antoine, elle fut factuelle, décrivant la rencontre au bureau, l'offre du chèque sans adjectif, laissant les faits parler d'eux-mêmes. Elle termina par une phrase qui scella le sort de la réputation d'Antoine Dubois. « Je ne veux pas de son argent. Je n'en ai jamais voulu. Je veux juste que mon fils, un jour, ait le droit de savoir d'où il vient. Je veux juste que la vérité soit le fondement de sa vie, pas la honte. » Dans son penthouse à 30 millions d'euros, Antoine regarda tout, seul. Le téléphone, qui explosait auparavant d'appels, s'était tu. L'armée d'avocats et de conseillers était silencieuse, sans munitions. Élodie ne leur avait pas donné de cible. Elle n'avait pas attaqué, elle s'était simplement révélée, et sa vérité simple et bien racontée était une forteresse impénétrable. Dans les jours qui suivirent, Antoine plongea dans un exil auto-imposé. Son père lui avait envoyé un unique texto. « Tu es seul là-dessus, règle ça ou ne me cherche plus. » Isabelle, sa fiancée, publia une note annonçant une pause pour réflexion dans leur fiançailles, un euphémisme pour l'abandon du navire en perdition. Il se surprit à errer dans les vastes et froides pièces de son appartement, chaque œuvre d'art hors de prix, chaque pièce de design exclusif, semblant se moquer de lui. Pour la première fois, il comprit ce qu'Élodie avait voulu dire. Creux. Sa vie était creuse. Isolé, avec le monde extérieur le jugeant à chaque journal télévisé et sur chaque réseau social, son esprit commença pour la première fois à traiter ses défaites non pas comme des échecs stratégiques, mais comme des leçons. Il se souvint du chèque de 2 millions sur la table et de son nom doux, réalisant qu'il avait tenté d'acheter quelque chose qui n'avait jamais été à vendre. Il se souvint du rapport impeccable de Moreau sur la vie d'Élodie et comprit que sa tentative de trouver de la saleté n'avait fait que souligner son intégrité à elle et sa propre bassesse. Il se souvint de la manière dont elle et son avocate avaient dicté les termes du test ADN et réalisa que pendant qu'il jouait aux échecs, elle jouait à un jeu complètement différent, un jeu dont il ignorait les règles. Il s'était toujours battu pour tout contrôler, et il avait perdu le contrôle d'absolument tout.
Agité, étouffé par le luxe inutile de sa prison dorée, il prit la clé d'une voiture qu'il n'utilisait pas depuis des mois. Un modèle ancien, discret, sans chauffeur, et sortit simplement. Il conduisit sans but, traversant des quartiers qu'il ne voyait que d'en haut, jusqu'à s'arrêter dans une partie de la ville qui n'était qu'une tache verte sur sa carte mentale. C'était un parc public, simple, avec des jeux en fer peints de couleurs vives et quelques vieux arbres. Il s'assit sur un banc, lunettes de soleil et casquette, un fugitif de sa propre vie. Et c'est là qu'il les vit. De l'autre côté de la pelouse, près d'une balançoire, se trouvaient Élodie et Léo. Cette vision le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Suivant le conseil d'Alice, dont il ne soupçonnait même pas l'existence, Élodie vivait sa vie. Sans se cacher, Antoine resta paralysé, un observateur invisible. Il vit Élodie pousser la balançoire, son corps bougeant dans un rythme doux et maternel. Il entendit le rire de Léo, un son clair et cristallin qui semblait traverser le parc et percer la couche de cynisme qui enveloppait son cœur. Il observa. Il vit Léo descendre de la balançoire et courir maladroitement, trébucher et tomber par terre. Une petite chute, mais les pleurs vinrent, aigus et effrayés. Antoine se raidit. Un instinct étrange et protecteur parcourant son corps. Élodie courut vers son fils, mais sans panique. Elle s'agenouilla à ses côtés, nettoya le genou éraflé avec un mouchoir sorti de son sac, déposa un baiser sur la blessure et dit quelque chose qu'Antoine ne put entendre, mais qui transforma les pleurs de Léo en un rire étouffé. En moins d'une minute, le garçon était de nouveau sur pied, courant vers un toboggan comme si de rien n'était. La scène, dans sa simplicité, fut une révélation pour Antoine. Il vit une compétence silencieuse, un amour qui n'étouffait pas mais qui guérissait et renforçait. Il vit une famille de deux qui était plus solide et réelle que toute la dynastie du bois. Il ne vit pas un problème à gérer ou une menace à neutraliser. Il vit un garçon heureux, résilient et bien soigné qui se trouvait être son fils. À cet instant, assis sur le banc d'un parc anonyme, le résultat du test ADN devint sans importance. C'était une formalité. La vérité était déjà là, riant sur un toboggan. Il réalisa à quel point sa bataille avait été fondamentalement erronée. Il se battait pour protéger son empire, alors que la question n'avait jamais été l'empire. C'était un genou éraflé. C'était la responsabilité de cette petite vie qu'il avait aidé à créer. Une nouvelle détermination, froide et terrifiante, s'empara de lui. Il n'attendrait pas les avocats. Il n'attendrait pas son père. Il n'attendrait pas le résultat officiel. Il affronterait la vérité, mais à ses propres conditions. Non pas en tant que magnate acculé, mais en tant que l'homme qui était le père de ce garçon. Il se leva et retourna à sa voiture. La décision était prise. Il prit son portable et passa un appel à son assistante personnelle. Sa voix était calme, mais avec un nouveau timbre d'autorité, une qui ne venait pas de l'argent, mais d'un choix. Paula, annulez tout mon agenda pour le reste de la semaine. Réunion, appel, tout. Et trouvez-moi le nom du directeur du laboratoire de l'université. Je veux son contact personnel. J'irai chercher le résultat moi-même. Il ne fuyait plus la tempête. Pour la première fois, il marchait consciemment vers son œil. Antoine n'envoya pas de coursier. Il y alla personnellement. Conduisant sa propre voiture, il traversa la ville jusqu'au campus de l'université, un monde de briques, de pelouses et de jeunes avec des sacs à dos qui semblaient appartenir à une autre galaxie. Le laboratoire de génétique se trouvait dans un vieux bâtiment avec une odeur de désinfectant et de savoir. Le directeur, un homme aux cheveux blancs et au regard perspicace, le reçut sans aucune cérémonie ni déférence envers son nom de famille. Il n'était pas un PDG ici, il était juste le demandeur d'un examen. Le directeur lui tendit une unique enveloppe Kraft, grande et scellée. Antoine remercia, sa voix sonnant étrange à ses propres oreilles. Il n'ouvrit pas l'enveloppe sur place. Il retourna à sa voiture et s'assit sur le siège conducteur, le silence du parking étouffant le son de son cœur qui s'accélérait. Ses mains, qui avaient signé des contrats qui avaient changé l'horizon de ville, tremblait légèrement en déchirant le sceau. Il déplia le rapport.
Ses yeux ne cherchèrent pas les graphiques ou les codes génétiques. Ils allèrent directement à la conclusion, au bas de la page. Probabilité de paternité, 99,199%. Les mots, imprimés dans une police noire et impersonnelle, étaient la sentence finale de son ancienne vie. Il ferma les yeux, appuyant sa tête contre le volant. Il ne ressentit ni choc, ni surprise. Il ne ressentit que le poids écrasant et absolu d'une vérité qu'il connaissait déjà au fond de son âme. Il était père. Avec la certitude en main, une nouvelle sorte de clarté s'empara de lui. La question n'était plus « si », mais « comment ». Il ne permettrait pas à ses avocats de transformer cela en une négociation de pension alimentaire. Il ne permettrait pas à son équipe de com de transformer cela en une note d'excuses calculée. Il dirigerait lui-même l'acte final. Il ferait ce qu'il aurait dû faire depuis le début, affronter la vérité de front, avec toutes les parties prenantes le regardant dans les yeux. Il commença à passer les appels, sa voix calme et résolue. D'abord, à Jeanne Martin. « Maître, c'est Antoine Dubois. J'ai le résultat. J'aimerais que vous et Madame Fournier soyez à mon bureau demain à 10 heures. Il est temps de clore ce dossier. » Ensuite, à son père Gérard, le ton tout aussi ferme. « Père, j'ai besoin de toi à l'entreprise demain à 10 heures. L'affaire de famille sera résolue. » Puis, à Isabelle, sa fiancée. « Isabelle, s'il te plaît, sois dans ma salle de réunion demain. C'est la dernière faveur que je te demande. » Enfin, à Serge, son associé et rival, l'homme qui était dans la pièce le jour où tout a commencé. Il avait convoqué les protagonistes et les antagonistes de sa vie sur la même scène. Le lendemain, la salle de réunion était chargée d'une tension presque visible. Élodie et Jeanne arrivèrent les premières, s'asseyant ensemble, un îlot de calme et de dignité. Élodie portait une robe simple, mais son regard était ferme. Elle n'était plus l'agente d'entretien effrayée. Gérard Dubois entra ensuite, le visage un masque de désapprobation granitique. Isabelle arriva, ressemblant à une reine se rendant à une exécution, impeccablement vêtue, mais les yeux étincelants de ressentiment. Serge fut le dernier, un sourire fin et prédateur jouant sur ses lèvres. Ils étaient tous là, un tribunal silencieux. Antoine entra dans la pièce, et tous les yeux se tournèrent vers lui. Il ne portait pas l'armure de son costume sur mesure, mais un pantalon en laine et un pull en cachemire sombre. Il tenait l'enveloppe Kraft. Dans un mouvement qui surprit tout le monde, il ne se dirigea pas vers le bout de la table, son trône de pouvoir. Il s'arrêta près de la fenêtre, le dos à la vue sur la ville, faisant face à tous comme un égal. « Je vous ai tous réunis ici parce que cette situation a besoin d'une fin et la responsabilité qu'elle ait atteint ce point est entièrement mienne, » commença-t-il, la voix claire et sans hésitation. Il regarda chacun d'eux, mais ses yeux s'attardèrent sur Élodie. « J'ai agi par peur, par un orgueil stupide et par l'arrogance de croire que mon monde et mes règles étaient les seuls qui comptaient. Et j'avais tort. » Il se tourna complètement vers Élodie et Jeanne. « Madame Fournier, aucune excuse ne peut effacer la façon dont je vous ai traité. L'humiliation, la méfiance, les tentatives d'acheter votre silence et de détruire votre réputation. C'était honteux. Et je suis sincèrement désolé. » Un murmure choqué parcourut le côté de la table où sa famille et son associé étaient assis. Antoine Dubois ne s'excusait pas. Il leva l'enveloppe. « J'ai le résultat du test ADN ici. Mais avant de le révéler, je veux que vous sachiez que ma décision ne dépend plus de ce qui est écrit sur ce papier. La vérité, ma vérité, c'est que je... »« Oh, pitié, Antoine !» La voix d'Isabelle, tranchante comme du verre brisé, coupa l'air. « Épargne-nous ton discours de rédemption répété. C'est un peu tard pour jouer au sein. » Antoine s'arrêta, la phrase mourant sur ses lèvres. Il la regarda, confus. Il vit alors une lueur de complicité dans les yeux de son père et de Serge. « Ah, tu croyais vraiment qu'on attendait que tu aies une crise de conscience ?» poursuivit Isabelle, en se levant, le mépris évident sur son visage. « Pendant que tu jouais au détective, nous, on travaillait. Penser que Moreau t'était loyal a été ton erreur la plus récente et la plus stupide. » Serge sourit, se penchant en avant. « La loyauté est un produit cher, Antoine. Et ton père et moi avons fait une meilleure offre.
Nous avons eu accès à chaque étape de ton enquête. Nous savions que la femme était intègre. Nous savions que tu n'avais aucune issue. La trahison vint par couches, chacune plus douloureuse que la précédente, mais le coup de grâce vint de son propre père. Gérard le fixa avec une froideur polaire. Tu es devenu un passif, Antoine, un sentimental qui se laisse ébranler par une ouvrière et un enfant. Le nom Dubois et l'avenir de cette entreprise ne peuvent dépendre d'un homme faible. Le conseil d'administration a déjà été informé de ta gestion de crise inadéquate et des risques que ta conduite personnelle fait peser sur la société. Isabelle asséna le coup de grâce, le sourire d'une vipère. Serge prendra la relève en tant que PDG par intérim, avec le soutien total de Gérard. Et nos fiançailles, considère-les comme un contrat de fusion qui vient d'être rompu pour faute grave. La clause de moralité, tu te souviens. Mais ne t'inquiète pas, mon silence et mon soutien à cette transition ont été dûment récompensés. Antoine resta immobile, l'enveloppe toujours à la main. Il était venu pour avouer, pour se racheter, pour prendre le contrôle de sa propre vérité. Et il découvrit qu'il n'était que le pion sacrifié dans un coup d'État orchestré par sa fiancée, son associé et son propre père. Il regarda leurs visages, unis par la cupidité et la trahison. Et puis, il regarda Élodie, la femme qu'il avait humiliée, la seule personne dans cette pièce qui ne voulait rien de lui, et la seule qui ne l'avait pas trahi. Sa tentative de rédemption avait été volée et transformée en son exécution publique. À cet instant, il n'avait jamais été aussi riche, et il n'avait jamais été aussi complètement seul. Le silence qui suivit la trahison était un vide, dense et lourd, qui absorbait tout l'air de la pièce. Antoine resta immobile, la cible de 3 paires d'yeux triomphants et prédateurs. Gérard, Isabelle et Serge s'attendaient à ce qu'il s'effondre. Ils s'attendaient à de la fureur, du déni, des supplications, toute réaction qui confirmerait leur victoire. Au lieu de cela, ils entendirent un son qu'ils ne purent traiter, un rire, bas, rauque, qui commença au fond de la poitrine d'Antoine et s'échappa de ses lèvres. Ce n'était pas un rire de joie ou de folie. C'était le son des chaînes d'acier qu'il avait emprisonné toute sa vie, se brisant enfin avec un claquement sec. Ses épaules se détendirent, la tension qui marquait son visage se dissipa, et, à l'horreur de ces traîtres, il sourit, un sourire sincère, libre et dangereux. À cet instant de trahison absolue vint la clarté totale. Toute sa vie avait été une course pour plaire à ces 3 personnes. Pour gagner l'approbation froide de son père, pour maintenir le partenariat social avec Isabelle, pour surpasser la compétition voilée avec Serge. Il se battait pour protéger une forteresse sans se rendre compte que les geôliers étaient les mêmes personnes qu'il essayait d'impressionner. Le scandale, Élodie, n'avait pas été la cause de sa chute, il n'avait été que l'excuse commode, l'outil qu'ils avaient utilisé pour exécuter le coup d'État que, dans leurs cœurs avides, ils planifiaient probablement depuis longtemps. Et en lui prenant tout, l'entreprise, les fiançailles, le nom, il lui avait donné la seule chose qu'il n'avait jamais eue, la liberté. La peur s'évapora. Que restait-il à craindre ? Il avait déjà perdu tout ce qu'il croyait important. Et la sensation était étonnamment légère. Il ignora les 3, comme s'ils n'étaient que des meubles coûteux dans la pièce. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Élodie. Elle, qu'il avait traitée comme l'épicentre de ses problèmes, était en fait la seule personne authentique ici. Elle et son avocate. Avec un calme que les autres ne pouvaient comprendre, Antoine marcha, traversant la pièce et réduisant la distance qui avait toujours existé entre son monde et le sien. Il s'arrêta à côté de leur table. « Madame Fournier, dit-il, la voix claire et ferme, un contraste avec le chaos émotionnel que ces traîtres attendaient. J'ai commencé mes excuses tout à l'heure, mais elles étaient incomplètes. Je ne suis pas seulement désolé pour ce que je vous ai fait, je suis désolé pour le monde que je représente, et dont, avec une sagesse que j'ai mis trop de temps à comprendre, vous avez toujours essayé de protéger votre fils. » Sans la quitter des yeux, il déchira le coin de l'enveloppe Kraft. D'un mouvement délibéré, il sortit le rapport et, sans regarder le papier, le tourna pour que seuls Élodie et Jeanne puissent voir la conclusion imprimée. Probabilité de paternité.
le moins 99%. C'était un acte de confiance, d'inclusion. Un secret partagé qui excluait son père, son ex-fiancé et son ex-associé du cercle de la vérité. Le rapport toujours tendu, il se tourna lentement pour faire face aux architectes de sa chute. Le sourire ironique revint. « Vous vouliez l'entreprise ?» demanda-t-il, le ton presque désinvolte. « Félicitations, elle est à vous. Gardez les immeubles de verre, les actions volatiles et les bilans trimestriels. J'espère que vous vous amuserez bien. » Il regarda Serge. PDG par intérim, c'est un titre impressionnant, mais tu seras toujours l'homme qui a eu besoin d'un complot pour obtenir le siège qu'il n'a jamais mérité. Ses yeux se posèrent sur Isabelle, qui le regardait avec un mélange de fureur et de confusion. « Tu m'as rendu le plus grand service de ma vie, Isabelle. Tu m'as libéré d'un contrat qui m'aurait coûté mon âme. Prends ton argent de la trahison. J'espère qu'il suffira à acheter la loyauté que tu n'as jamais su donner. » Enfin, il fit face à son père. L'air entre eux crépita. C'était la bataille finale. « Et toi, père ?» dit Antoine, la voix basse mais tranchante. « Tu m'as appris à lire un bilan mais pas à lire une personne. Tu m'as appris à accumuler du pouvoir, mais pas à avoir de la valeur. Tu m'as appris que le nom Dubois était une armure, mais aujourd'hui, je vois que ça a toujours été une cage. Et j'en sors. Vous croyez m'avoir pris mon pouvoir ?» dit-il, son regard balayant les trois visages blêmes. « Mais le pouvoir que vous connaissez est une illusion. Le pouvoir de contrôler, de posséder, de manipuler. C'est le pouvoir des faibles. Aujourd'hui, vous m'avez donné le vrai pouvoir, le pouvoir de ne plus rien avoir à perdre. » Il se dirigea vers le bout de la table, l'ancien lieu de commandement. Pendant une seconde, ils pensèrent qu'il allait se battre. Au lieu de cela, il prit simplement ses clés de voiture et son téléphone. Il se tourna une dernière fois, non pas vers eux, mais vers Élodie. Son expression s'adoucit. « Élodie, » dit-il, utilisant son prénom pour la première fois, avec un respect palpable. « Je ne sais absolument rien sur la façon d'être un père, et je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, encore moins votre pardon. Mais si, un jour, vous me le permettez, j'aimerais beaucoup apprendre. » Il n'attendit pas de réponse. Il savait que ce n'était ni le lieu ni l'heure. C'était son acte de foi. Avec un dernier regard vers le fils qu'il reconnaissait maintenant dans chaque fibre de son être, Antoine Dubois tourna le dos à la fortune, à l'empire et à la famille. Il se dirigea vers la porte, chaque pas l'éloignant de la vie qui l'étouffait et le rapprochant d'un avenir incertain et terrifiant, mais qui, pour la première fois, serait le sien. Il ouvrit la porte et sortit, sans regarder en arrière. La porte se referma, laissant derrière elle un silence stupéfait. Gérard, Isabelle et Serge avaient gagné. Ils avaient le contrôle de l'entreprise, l'argent, le pouvoir. Mais en se regardant les uns les autres, leur victoire parut soudainement vide, un prix de consolation sans saveur. Ils s'attendaient à un ennemi détruit, mais à la place, ils avaient été témoins de la libération d'un homme. Élodie regarda Jeanne, les yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre. Elle était venue pour la bataille finale d'une guerre pour la reconnaissance et venait d'assister à la révolution silencieuse d'une âme. La poussière dans la salle de réunion retomba lentement. La victoire de Gérard, Serge et Isabelle était un fait, mais le silence qu'Antoine avait laissé derrière lui était celui d'un champ de bataille, où l'armée victorieuse se retrouve au milieu d'un cimetière. Son départ n'avait pas été celui d'un homme vaincu. Ça avait été celui d'un prisonnier qui défonce la porte de sa cellule et marche vers la lumière du soleil, laissant ses geôliers enfermés derrière lui. Jeanne Martin toucha doucement le bras d'Élodie. « Allons-y, Élodie. Notre travail ici est terminé. » Elles se levèrent. En passant devant la table, les trois nouveaux maîtres du pouvoir les ignorèrent, déjà plongés dans leur téléphone, tentant de contenir les dégâts d'une victoire qui ressemblait de plus en plus à une défaite. Ils avaient gagné un empire, mais perdu le protagoniste de l'histoire. Et une histoire sans protagoniste n'est qu'un décor vide. Dans les 2 jours qui suivirent, le silence d'Antoine fut total. Il ne contesta pas la prise de contrôle de l'entreprise. Il ne publia aucun communiqué de presse. Il disparut, et ce vide était plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Élodie, dans son petit appartement,
sentait le monde retenir son souffle. La guerre était finie, mais la paix n'était pas encore arrivée. Le 3e matin, un message arriva, non pas à elle, mais à Jeanne. Il provenait d'un nouveau numéro, d'une adresse e-mail personnelle qui ne contenait pas le nom Dubois. Le message était court et formel, mais son contenu était une révolution. Antoine Dubois demande, par mon intermédiaire, si Madame Fournier serait disposée à une rencontre pour discuter de l'avenir de Léo. Il se met à sa disposition pour se rendre au lieu et à l'heure qui seront les plus confortables et sécurisants pour elle et pour son fils. Jeanne lut le message à Élodie au téléphone. Élodie ferma les yeux. Il ne dictait pas. Il demandait la permission. Il cédait tout le contrôle. « Dites-lui », répondit Élodie, la voix ferme, « au parc près de la maison, demain à 15 heures. » Le parc était baigné par la lumière dorée du milieu de l'après-midi. Des enfants couraient, des couples se promenaient. C'était une oasis de normalité. Élodie était assise sur un banc, observant Léo jouer dans le bac à sable. À ses côtés, dans un silence complice et confortable, se trouvait Alice, qu'Élodie avait invitée. C'était un remerciement muet à la femme qui lui avait donné la première carte pour sortir de l'obscurité. Antoine arriva ponctuellement, à pied. Il était vêtu d'un jean et d'une simple chemise. Il paraissait plus mince, plus âgé, avec des cernes sous les yeux qui n'étaient pas là auparavant. Mais ses épaules étaient plus légères, libérées du poids d'un monde qu'il ne portait plus. Il s'arrêta à une distance respectueuse. « Merci d'être venu », dit-il, la voix basse. « Nous devions parler », répondit Élodie sans détour. Il s'assit à l'autre bout du banc, maintenant un espace entre eux. « Élodie, j'ai passé les 2 derniers jours à essayer de trouver les mots justes, une façon de m'excuser qui ne sonne pas creux. Et je n'ai pas trouvé, parce qu'il n'y a pas de mots. » Il la regarda, et pour la première fois, elle vit dans ses yeux non pas le pouvoir ou la colère, mais un profond désarroi. « Alors, je ne vais pas demander pardon, parce que je sais que je ne le mérite pas. Je suis ici pour poser une seule question. » Il prit une profonde inspiration. « Comment je commence? Comment on fait pour être père? Je vous jure que je n'en ai pas la moindre idée. » La confession de son ignorance totale fut plus puissante que n'importe quelle promesse. Il ne proposait pas un plan. Il demandait de l'aide. Lui, le titan de l'industrie, admettait qu'elle, l'agente d'entretien, en savait infiniment plus que lui sur la seule chose qui comptait désormais. Élodie l'observa un long moment. Elle vit la sincérité brute sur son visage. « Il n'y a pas de manuel, Antoine, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas une entreprise à gérer, on est là. On est présent. On écoute plus qu'on ne parle. Et on ne part pas quand ça devient difficile ou ennuyeux. » Ils commencèrent à parler, non pas du passé, mais du présent de Léo. Élodie lui raconta que Léo détestait les brocolis, mais adorait les fraises, qu'il avait peur du noir, mais qu'une petite veilleuse suffisait, que son super-héros préféré n'était pas l'un des plus connus, mais un personnage secondaire d'un dessin animé japonais. Pour Antoine, chaque petit détail était une révélation, des données d'un univers dont il ignorait l'existence. Il écoutait avec une concentration qu'il n'avait jamais accordée à un rapport de marché. Pendant qu'ils discutaient, un petit claquement métallique attira leur attention. Une des chaînes de la vieille balançoire où un autre enfant jouait s'était rompue, usée par la rouille. Personne ne fut blessé, mais la balançoire était inutilisable, pendant lamentablement. L'ancien Antoine aurait vu le problème, pris son téléphone, et en 1 heure, une équipe de la mairie serait venue changer tout le portique. Cela aurait été un acte de pouvoir, une solution impersonnelle. Le nouvel Antoine regarda la balançoire cassée. Il regarda le visage déçu de Léo qui voulait monter sur le jeu. Sans un mot, il se leva, se dirigea vers sa voiture garée dans la rue et revint. Non pas avec un téléphone, mais avec une petite boîte à outils qui se trouvait dans son coffre. Sous le regard incrédule d'Élodie et le sourire discret d'Alice, Antoine Dubois s'agenouilla dans le sable. Il passa les 20 minutes suivantes à travailler sur la chaîne. Ses mains, habituées aux stylos en or et aux écrans tactiles, étaient maladroites avec la pince. Il salit sa chemise de graisse, il s'écorcha les doigts, mais il n'abandonna pas.
Il se concentra sur la tâche avec la même intensité qu'il utilisait pour conclure une affaire. Mais cette fois, l'objectif n'était pas le profit, mais la fonctionnalité d'une balançoire de parc. Quand il eut terminé, il se leva, s'essuyant les mains sales sur son pantalon. Il testa la chaîne, tirant dessus avec son poids. Elle était solide. Il se tourna vers Léo, qui l'observait avec une fascination silencieuse. « Tu peux y aller », dit Antoine, la voix un peu rauque. « Je pense que c'est sûr maintenant. » Léo courut vers la balançoire. Antoine le tint et lui donna une poussée douce pour commencer. Le garçon s'envola en riant, le son résonnant dans le parc. Ce fut son premier acte de père. Ce ne fut pas un cadeau coûteux ni un chèque. Ce fut une réparation, un petit acte de réparation. Et cela signifiait tout. Il s'éloigna de la balançoire et retourna sur le banc. Il regarda Élodie. « Quand vous penserez que c'est le bon moment pour lui et pour vous, dit-il. Prévenez-moi, j'attendrai. » Il fit un signe de tête à Alice, un geste de respect et de gratitude, et s'en alla, les laissant en paix. Élodie le regarda s'éloigner. L'homme qui partait n'était pas le même que celui qui était arrivé. La guerre était terminée, et le travail lent et difficile de construire quelque chose de nouveau sur les décombres venait à peine de commencer. Elle regarda son fils, se balançant de plus en plus haut, le visage tourné vers le ciel, et un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps fleurit dans sa poitrine. L'espoir. 8 mois plus tard. Le décor n'était ni le penthouse de verre, ni le petit appartement à l'odeur de gâteau. C'était une maison simple avec un jardin, une pelouse verte et un soleil de samedi matin. Antoine était à genoux sur l'herbe, luttant avec le mode d'emploi pour assembler une petite cage de football. Il était en train de perdre. La pièce C ne s'emboîtait pas dans la fente D, et il riait de sa propre incompétence, chose que l'Antoine d'il y a 1 an n'aurait jamais faite. La frustration, son ancienne compagne, avait été remplacée par une résignation patiente et amusée. La porte de la cuisine s'ouvrit et Élodie sortit, apportant un plateau avec une carafe de citronnade et une assiette de biscuits. Il y avait une légèreté dans sa démarche, un sourire facile qui n'existait pas avant. Elle l'observa un instant, l'ex-titan de l'industrie vaincu par un jouet en plastique. « Besoin d'aide, l'ingénieur ?» demanda-t-elle, le ton taquin. Il leva les yeux, ses yeux lui souriant. « Je crois que concevoir un gratte-ciel est moins compliqué. Mais la victoire est proche. » À ce moment, Léo jaillit de la maison, courant pieds nus sur l'herbe. « Papa, tu as fini ? On va jouer !» Le mot « papa », qui avait un jour été une bombe qui détruisit un empire, n'était maintenant qu'un mot. Le plus normal et le plus extraordinaire de tous. Léo se jeta à côté d'Antoine, essayant de aider, lui tendant les mauvaises pièces et riant avec lui. Il n'y avait plus de distance entre eux, ni d'étrangeté. Il y avait juste la familiarité facile d'un père et d'un fils, un samedi ordinaire. Élodie posa le plateau sur une petite table de jardin et resta à les observer. Ils n'étaient pas un couple de contes de fées, elle et Antoine. Ils étaient quelque chose de plus réel, et peut-être de plus fort, des partenaires, des complices dans la tâche quotidienne de construire un avenir pour ce garçon. Finalement, avec un dernier clic, la cage de but, tordue et instable, était debout. Antoine se releva, essuyant la sueur de son front, et regarda son œuvre avec une fierté disproportionnée. Léo cria de joie. Élodie sourit, un sourire qui atteignait ses yeux. Pendant un instant, ils restèrent tous les trois là, immobiles, admirant la cage de but tordue sous le soleil. Un père, une mère et un fils. Une famille improbable, forgée dans le feu de l'humiliation, de la trahison et du pardon. Un petit royaume construit sur les ruines d'un empire. Il avait perdu le monde, mais il avait gagné un jardin. Il avait perdu une fortune, mais il avait gagné la paix. Il avait échangé le pouvoir contre le sang. Il avait perdu un empire, mais pour la première fois, il se sentait riche.